qui, comme on dit chez nous, sont tombés du camion. Surtout des articles usagés, venus d'Europe, souliers et vêtements de seconde main, pneus réchappés, etc. La réalité sociale aussi angoissante, avec ces jeunes qui se pressent devant les grilles du port dans l'espoir d'être engagés comme dockers pour la semaine. Des semainiers qui, pour pouvoir travailler seulement, devront céder un pourboire aux agents du bureau d'embauche. Et s'ils parviennent à franchir les grilles, ils en profiteront peut-être pour chercher une bonne cachette à bord d'un navire afin de s'offrir un voyage clandestin, un voyage vers l'espoir. Il y a beaucoup de citoyens qui se sont précipités de quitter leur maison pour venir ici, pour tenter la chance d'être embauchés comme séméniers. Mais en arrivant ici, au lieu qu'on les embauche gratuitement, mais les gens qui sont placés dans des services de placement demandent encore l'argent à ceux qui viennent chercher du boulot et pas pendant qu'ils n'ont absolument rien. On exige par exemple 20 000 zaïrs à un citoyen pour avoir un laissez-passer seulement, pour être embauché comme séménier. Alors lui-même, il n'a même pas mangé ne fût-ce qu'un morceau de choukwang à la maison. Où est-ce qu'il va trouver 20 000 zaïrs ou bien 30 000 zaïrs pour avoir un laissez-passer? Alors c'est cela qui fait qu'il peut maintenant entrer au port sans autorisation, soit il peut grimper dans des murs, il voit tel navire par exemple qui doit quitter les Zaïre pour en destination soit d'Anvers ou bien d'Hambourg, bon, il va tenter sa chance, il entre comme clandestin et puis il s'en va pour aller un peu tâtonner. Donc c'est comme ça. Pour nous, il y a beaucoup de gens qui veulent quitter les Zaïre. Mais en voie normale, c'est difficile. Le billet, aujourd'hui, ça coûte plus de 6 millions de Zaïre. Bon, pour avoir un visa par exemple, c'est difficile. Donc tout ça vraiment, ça nous rend la tâche difficile. Même les gens qui travaillent, moi-même, je suis travailleur. J'ai touché mon salaire, les 31, pardon. C'était mercredi et aujourd'hui, je n'ai absolument rien. Je suis père de 3 enfants, marié. Alors, j'ai quitté ma maison sans même prendre une tasse de café. Et jusque-là, je n'ai même pas laissé aucun goûter à la maison. Les enfants souffrent et c'est cela qui nous pousse peut-être de faire des aventures au port, essayer un peu de ramasser n'importe quoi pour faire vivre la famille. C'est cela qui fait que tout le monde est désolé de rester dans ce pays et cherche à clandester pour aller chercher la vie ailleurs. Mais est-ce que vous savez que si vous arrivez là-bas sans visa, vous risquez qu'on vous renvoie ici? C'est le problème, mais pour nous, donc, je dirais que c'est une solution que nous trouvons la plus facile. Peut-être en allant vers chez vous là-bas, vous pouvez peut-être avoir pitié. Vous pouvez avoir pitié parce que vous n'êtes pas ignorant de ce qui s'est passé ici. Mais si vous partez maintenant, vous par exemple, oui, votre femme et vos 3 enfants vont rester ici? En tout cas, je vais leur demander de serrer les ceintures parce que si je ne sais pas, parce que je vais là-bas pour tenter la chance si je peux réussir. C'est ça. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Le port travaille au ralenti. Mis à part le cuivre, le zinc ou le bois, il n'y a plus grand-chose à exporter. Quant aux importations, elles sont évidemment limitées par le manque de devises. Alors, des navires, on décharge surtout du matériel de réemploi, le rebut de l'Europe. Nos bus, nos voitures d'occasion. Mais les containers, eux, s'empilent sur les quais, vides, signe que le port s'endort. Ici, le coq limbourgeois trouve encore acquéreur malgré son prix, notamment pour les fours des sucrières. Ce sont les Libanais qui sont passés maîtres dans le commerce d'articles de seconde main, d'où la présence de nombreux cargos grecs et chypriotes.
Au bout du quai, des retrouvailles. Le Bandundu, dont les passagers clandestins ont défrayé la chronique en juillet à Anvers. Par ce temps qui court naviguer devient un peu triste parce qu'on ne réunit pas toutes les conditions. Sécurité? Sécurité, confort des gens, et je parle de sécurité des équipages et tout ceci. C'est un casse-tête pour vous? C'est un casse-tête pour moi parce que, en fin de compte, tous les problèmes doivent être résolus à mon niveau alors que je n'ai pas toutes les données. En fait, il y a un système un peu de démission qui se fait au niveau de plusieurs responsables, ce qui fait que tous les problèmes sont ramenés au niveau du commandant alors qu'il est impuissant. Il faut que ça change. Peut-être. Prudent, le commandant. C'est qu'il ne savait pas encore que, début septembre, lors de son retour à Anvers, il allait apprendre, et sans ménagement, que son bateau avait été vendu, comme 6 autres déjà, de sorte que la compagnie maritime zaïroise, qui fut la plus moderne d'Afrique noire, ne compte plus aujourd'hui que 3 bâtiments. L'art de manger son capital. Ce jour-là, à Font-de-Cale, des dockers cherchaient peut-être une cachette pour le prochain départ, comme l'avait fait un des leurs au voyage précédent. Refoulé au Zaïre, il est remonté à bord aujourd'hui, peut-être pour une nouvelle tentative. Il s'est fabriqué une petite niche dans le cacao et à son aise. Il était clandestin chez vous? Oui, il a été clandestin chez moi le voyage passé. Et vous êtes revenu comment? Bon, je suis revenu à Bordeaux. À l'avion. Maintenant, vous essayez de nouveau de partir? D'abord, je suis né au Zaïre, j'aime d'abord mon pays. Le problème majeur, c'est que bon, si la situation du pays s'améliore, moi je crois peut-être qu'il faut encore y aller en Europe, mais si la situation se détériore au jour le jour, alors je crois qu'il faut encore rester ici. Un de ces jours, vous allez peut-être avoir la surprise de le retrouver à Font-de-Cale? Et oui, parce que j'ai eu beaucoup de récidivistes. Je tiens chez moi un fichier là du bord pour voir qui revient, mais on en a beaucoup qui reviennent. Vous finissez par les connaître alors? On finit par les connaître, oui. Et vous les aimez bien finalement? Écoutez, on est là devant un dilemme. Hein. C'est un sérieux problème à résoudre. C'est un drame humain. Un drame. Un drame pour lui aussi aujourd'hui, commandant sans navire. Pourtant, il nous avait avoué avoir refusé plusieurs offres de compagnies étrangères. Il voulait rester au service de son pays. Le voici à son tour peut-être sans emploi. Je me suis toujours dit qu'est-ce que je pourrais faire si je me mettais à leur place, parce que j'ai eu comme ça, dans le temps, quelqu'un qui est venu comme clandestin à bord et qui était un diplômé universitaire. Et j'avais moi-même aussi fait l'université de Kinshasa vers les années 71. Et ce garçon devait être de ma génération. Quand je l'ai vu à bord, ça m'a posé des problèmes de conscience. Jusqu'à présent, je me demande ce que j'aurais fait comme lui, si j'étais comme lui, diplômé d'université sans travail, avec possibilité de pouvoir être clandestin à bord. Vous auriez fait comme lui? Je ne sais pas. Je me pose toujours la question. S'exiler ou protester. Courir au loin après des chimères ou choisir l'espoir et exiger le changement. Personne vraiment n'a envie de s'expatrier. Encore faut-il pouvoir vivre dignement sur sa terre natale.
Je vous rappelle qu'en raison des événements, il nous avait paru intéressant de vous permettre de voir ou de revoir ce reportage diffusé il y a une semaine très exactement dans notre nouvelle émission d'information Plein Cadre. Centre de la capitale zaïroise. En fait, le pillage a été systématique à Kinshasa. Magasins, bâtiments publics et maisons particulières ont été... Le président Mobutu met en garde les militaires qui sont à la base de la rébellion. Une rébellion qu'il qualifie de manipulation politique, entretenue par des tracts séditieux qui ont incité les militaires à la révolte. Le président du Zaïre donne des assurances quant au processus démocratique, mais il se montre pessimiste en dressant un état des lieux de Kinshasa. En quelque sorte, un constat de faillite économique. À ce jour, il n'existe plus de stock ni en denrées alimentaires, ni en produits pharmaceutiques, ni en fournitures scolaires, ni en pièces de rechange, ni en produits manufacturés. Mais j'ai préféré user de ma sagesse et agir en père de famille, afin d'éviter un... vient d'être coupé. Un commando armé de couteaux et de machettes s'introduit sur le site. Les bâtiments sont saccagés. Il y a des victimes. Combien? On n'arrive pas à le savoir vraiment. Un mort, c'est toujours la version officielle zaïroise. Plus de 130 affirment d'autres enquêtes non officielles. L'opposition zaïroise réclame la vérité. Les critiques deviennent de plus en plus virulentes. Et pour cette vérité-là, je vous dis, mes frères, pour cette vérité-là, moi, je suis prêt à mourir. Les relations du Zaïre avec ses pays partenaires se détériorent. Les propos du président Mobutu envers la Belgique ne sont pas tendres à cette époque. Au lieu de s'occuper de leur pays, s'occupent du Zaïre et de son chef. Tout est là, c'est ma tête qu'on voulait. Et ils se sont finalement rendus compte que cette tête, donc la mienne, je la vends et je la vendrai toujours cher, très cher. La tête du président ne tombera pas à ce moment, mais sa colère se traduira aussitôt par la suspension des vols de la Sabena vers le Zaïre et surtout par la fin de la coopération belge qui valait quand même entre 4 et 5 milliards de francs par an. Les coopérants font leurs valises, retour obligé vers la Belgique. J'ai dû tout quitter, tout vendre et laisser un travail non terminé, non achevé sur place. J'ai perdu mon boulot, quoi. En cet été 90, la Belgique réclame alors une enquête internationale sur les événements de Lubumbashi, évoque publiquement le problème du respect des droits de l'homme au Zaïre. Le Zaïre, lui, parle d'ingérence inacceptable et réfute les accusations. C'est un honneur pour un pays comme la Belgique de se voir accusé de défendre les droits de l'homme, où que ce soit. Pendant ce temps, la situation économique n'arrête pas de se détériorer au Zaïre. L'inflation atteint des sommets, on parle de 1000%. La vie est de plus en plus difficile, les médicaments manquent, le mécontentement grandit. C'est la déglingue. L'opposition recueille de plus en plus les faveurs de la population. Le président Mobutu est isolé et rarement d'ailleurs dans son pays. Politiquement, il doit ouvrir son pays au multipartisme. Économiquement, il lui faut de l'aide. Et en janvier de cette année, Kinshasa fait à nouveau les yeux doux à la Belgique. La crise actuelle qui oppose la Belgique au Zaïre est regrettable, car, compte tenu de nos affinités, le Zaïre aurait pu profiter de l'expérience belge en la matière. La Belgique conditionne alors toute aide ultérieure à la convocation d'une conférence nationale qui devrait normalement jeter les bases constitutionnelles et théoriquement démocratiques du futur Zaïre. Mais les derniers événements ont tout interrompu. Détruite, souillée, tombée à terre et dans un état de destruction inimaginable. Le maréchal président Mobutu peut bien pardonner aux pillards dans un discours télévisé hier soir. Tous les Européens de Kinshasa savent que c'est parce que les militaires zaïrois ont pris la tête du mouvement de pillage que cette sauvagerie, cette destruction systématique de Kinshasa a été possible. Alors, tant que les... Part dans Kinshasa. Tôt dans la matinée, des soldats zaïrois privés de soldes se sont mutinés et ont pillé les grands magasins du centre. Ils ont été bientôt rejoints par des milliers d'autres pillards
qui vont mettre toute la ville à sac. Ici, vous voyez aussi. Je le laisse partir. Ici, vous voyez aussi son paquet, il vient pour essayer d'intercepter les paquets des autres. Et maintenant, il est déjà l'empêche d'intervenir. Et le militaire, il est en garde, ici un peu plus loin. Chaque fois qu'il y a pillage, il y a quelque chose qui me... Lundi soir, les familles d'Européens regroupées dans leur maison veillent et cherchent à obtenir un maximum d'informations. Après le calme précaire de l'après-midi, pillages et tirs d'armes automatiques ont repris pendant la nuit. It's 34577. 34577. Qui avait vu que serait entré dans les bureaux à G30 maintenant. Qui s'occupait au bureau à G30 maintenant. À toi. La rapidité avec laquelle ils vident un magasin, c'est inimaginable. Et tout le monde entre là-dedans, les flics les premiers. Hein, c'est incroyable. Mardi matin, 24 septembre, alors que l'on apprend que les gouvernements belges et français envoient des troupes pour protéger l'évacuation de leurs ressortissants, les expatriés de Kinshasa se rassemblent pour se diriger vers leurs ambassades ou directement vers le quai d'embarquement sur le fleuve. Ce matin, la capitale génoise présente un visage de désolation. Écoutez la description que nous en fait notre consoeur de Radio France, Caroline Dumais. Elle a assisté hier aux émeutes et a déclaré la direction des attaqués immédiatement. Ok, je verrai la situation en passant devant, je verrai ce que je peux faire. On les lance, ça va. Il y a de la sécurité. On va à la résidence Cour des Cartes, Cour des Cartes. Vous voyez bien? Où ça? Résidence ambassadeur de France. De France, oui. Hein? Okay. Laissez-les casser surtout. Ne résistez pas. Hein. Ne résistez pas, laissez-les casser, ils vous feront rien. Oui. On se calme maintenant. Question de maison. Non, on va au bout. On va, ok. Vous n'avez rien prévu, vous n'avez rien fait. Moi je suis barricadé dans ma maison, je reçois une balle là, on me tire dessus. Bande d'incapables, bande de cons. Allô. Dans la matinée de mardi, les premiers parachutistes français débarquent et prennent rapidement le contrôle de tous les points stratégiques. Peu ou pas de combat, mais une victime, vous allez le voir, un para-français tué par balle. Soyez les bienvenus. Lassie, tu ne tires pas! On les voit d'ailleurs derrière. On les voit derrière.
Ouais, laissez le capitaine. Attention, vous là. Et les Américains encore derrière. Un bon qu'on a lui, File-moi une canne de cadette. Voiture qui arrive. Attention. Attention là-bas, le mec. Oh, Babi, c'est mon groupe. Ok. Non, je reste français. Sur le balcon, on va. Bon, c'est bon. Bon, s'il pouvait prendre ma campagne, hein? Ma campagne. Les parents français. Oui. À l'ambassade de Belgique, tout le personnel s'affaire. Les gendarmes vont à la recherche de Belges isolés dans leur quartier pour les récupérer. Le plan d'évacuation semble se dérouler normalement. Les informations des locaux, les personnes auraient été évacuées par les paras français. Les personnes... Nos femmes, elles se trouvent là, il n'y a plus rien. C'est incroyable. Vraiment. Qu'est-ce qui se passait? Mais ils attaquent les baraques avec des armes automatiques. La dernière fois, ils étaient une trentaine et ils étaient décidés à nous tuer. On leur a dit qu'on avait déjà donné tout l'argent, mais ils ne nous croyaient pas. Et ils ont forcé la maison, ils ont tout pillé, ils ont tout saccagé. C'était terrible. À plusieurs reprises. Ils ont voulu le tuer, moi. Bon, on était en dessous de la Pailleuse. Et on est resté calme, on a dit, le plus important c'est notre vie. Alors, on est sauvés. Il ne faut pas réagir, c'est la seule chose qu'il faut faire, il ne faut pas réagir. Mardi après-midi à l'ambassade de France, plusieurs dizaines de familles sont déjà rassemblées. Elles y reçoivent les dernières informations et des instructions précises pour leur rapatriement. Nous avons des troupes parachutistes qui tiennent l'aéroport depuis 7h30. Nous avons des bérets et des parachutistes que vous avez vus là, qui ont été débarqués par voie fluviale. Nous avons d'autres éléments qui sont attendus. Nos collègues belges ont un système en cours. La ville est nettement plus calme que cette nuit ou ce matin. Néanmoins, nous ne pouvons pas garantir la sécurité de tous les individus présents ici. Pour ceux dont les maisons auront été pillées, il est évident que je ne puis pas vous conseiller de regagner vos maisons. Par contre, ceux qui disposeront d'amis ou de maisons proches qui ont des capacités de recueil peuvent se rendre chez eux. Les Français eux-mêmes, très proches de l'ambassade ou de la caisse centrale, ont des individus et des personnes qui sont dans leur maison. À quelques centaines de mètres ou kilomètres d'ici, la situation s'est calmée. Je ne dis pas qu'elle est totalement pacifiée, mais elle est nettement plus calme que cette nuit ou en début de matinée. C'est simple. Tout ça c'était organisé d'avance. C'était prévu d'avance. Hein? Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont tout pillé, maison par maison. Hein? Ils ont tout liquidé jusqu'aux tuiles de maison. Hein? Il y a certaines sociétés vidées. Tout vidé. Select. Tous les grands magasins. Select. Shopping. GD. Tout est parti. C'est eu des gens qui ont été molestés. Les gens ont été battus parce qu'ils n'allaient pas assez vite pour donner leurs biens. Ils cherchaient des devises, ils cherchaient de l'argent, ils cherchaient tout. Tout est bon. Les congélateurs, les vidéos, tout. Même si c'est pas mangeable, c'est pas grave. C'est la même chose, c'est bon. On prend. Filmer Maggie comme ça on me reconnaîtra. Des blessés aérois ont été acheminés dans les hôpitaux de la capitale.
Selon la section belge de Médecins sans frontières sur place, ils seraient plusieurs centaines. Eh bien, je pense que d'après les informations qu'on a pu recueillir dans les différents hôpitaux et puis auprès des habitants eux-mêmes, il devrait y avoir certainement plusieurs centaines de blessés. Les hôpitaux eux-mêmes en ont accueilli probablement 2 à 300. Beaucoup de gens sont encore isolés chez eux, sans moyen de transport. Et nous allons d'ailleurs essayer d'organiser un service d'ambulance pour que ces gens puissent atteindre les hôpitaux. Alors la situation dans les hôpitaux est elle-même véritablement catastrophique. Les moyens, ces hôpitaux manquent de tout en général. Les patients, les malades sont traités avec les moyens du bord. Et donc là aussi, nous essayons de faire parvenir d'urgence du matériel chirurgical, des pansements, des fils de suture, enfin tout le matériel nécessaire pour traiter ces patients. Alors quant au nombre de morts, c'est difficile à estimer, certainement quelques dizaines, peut-être plus, mais peut-être plus d'une centaine, mais en tout cas certainement quelques dizaines. Des civils, des militaires, des Zaïrois, des Français, des étrangers? Eh bien, essentiellement des Zaïrois, alors des civils et des militaires, hein, c'est très mélangé. Il y a à la fois les deux qui se retrouvent dans les services d'urgence des hôpitaux. Il y a eu beaucoup de morts et de blessés par balle. Il y a eu aussi beaucoup de morts par électrocution au moment des pillages, beaucoup de civils, d'enfants qui se sont électrocutés. Et voilà donc un peu le bilan général qu'on peut faire maintenant. Je répète, la première voiture du convoi est le 00 CD 12. Mercredi matin, ambassade de Belgique. Sous la protection des para-français, un premier convoi est organisé pour embarquer vers Brazzaville. Oh, il est dedans. Belle livre. Pour revenir, hein. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Du désordre naît un nouvel ordre. Il doit repartir à zéro, mais il y aura autre chose. Les Belges ici. Le passeport. Ah, nous devons bien sur la liste. Ja, lieve Leute. Ja. Allez, s'il vous plaît, Bien, on a envoyé encore un. Bien sûr, mais on est allé chercher les autres. Ah, c'est fini, calme. On est allé chercher les autres. Ce soir, ces premiers rescapés sont rentrés chez eux, en Belgique et en France. Dans Kinshasa dévasté, des enfants ramassent les miettes du pillage.
La détresse a décidément partout le même visage. Voilà donc pour ces images exceptionnelles signées Thierry Michel. Je voudrais vous rappeler qu'il s'agit d'un document à peu près brut, une vingtaine de minutes choisies parmi plusieurs heures que nous a envoyé Thierry Michel. Nous avons volontairement laissé ces images à peu près telles quelles pour au maximum restituer l'atmosphère, l'ambiance telle. Une révolte sociale qui est faite par des militaires qui ont emmené dans leur siège, il est vrai, beaucoup de gens des badauds et des jeunes délinquants et même des moins délinquants qui ont profité des portes ouvertes pour se servir. Ce qui était grave, c'était les commerçants qui avaient exagéré les prix. Et tous les discours, c'était contre les commerçants qui avaient exagéré et qui augmentaient les prix sans contrôle, etc., etc. Tout est parti, ça nous a pété à la figure. Probablement que personne ne pouvait s'attendre à ce que l'armée soit aussi frustrée que la population, d'autant plus qu'elle était considérée comme protectrice des privilégiés. Or, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas une conclusion que je tire. On peut dire qu'elle a choisi son camp. La rue veut le départ du président Mobutu. Il se contenterait de piller seulement, hein? On lui tirerait son autre chapeau. Mais lui, il ne se contente pas de piller. Il nous tue. En tout genre et bien sûr le diamant. Ce sont d'ailleurs surtout les Libanais diamantaires qui sont arrivés en Belgique cet après-midi. Pourquoi vous réfugiez en Belgique? Nous travaillons souvent en Belgique à cause des connexions dans l'industrie du diamant. Anvers est le centre mondial du diamant. C'est pourquoi nous sommes ici. Ces Libanais semblent très marqués. Et pour cause, la communauté libanaise au Zaïre fut particulièrement visée par les troubles. Les Libanais furent un peu les boucs émissaires car considérés comme très riches. Et puis, en tant que commerçants, ils étaient une cible idéale. Je peux dire 60% de magasins, surtout de taille, de Kinshasa, sont dans les mains des Libanais. Alors c'est pourquoi ils ont attaqué ces magasins, donc ce sont les Libanais les grands perdants dans ces cas. Mais pas de morts? Non, il n'y a pas. Des morts, non. Mais des blessés, des gens... Des blessés, beaucoup de blessés. Cela dit, les paracommandos belges et français se sont aussi occupés de l'évacuation des Libanais.